Mmh. Ouais, ok. Donc, l'histoire se centre comme je l'avais prévu sur la fée noire, c'est un peu logique. Et on voit en flashback, donc, tout d'abord la naissance de Rumpelstiltskin, à qui elle n'ose pas donner de nom pour, euh, pour les besoins scénaristiques, pour essayer de justifier un petit peu, parce que je sens quand même qu'il y a énormément de choses dans ce flashback qui n'ont pas été réfléchies avant, qui ont clairement été réfléchies depuis quelques épisodes seulement, et c'est tout. Donc ils essayent au mieux de coller avec les faits. Et donc, il va y avoir quelques petits trucs un petit peu discutables à ce niveau-là, mais voilà quoi. Après qu'il est né, Rumpelstiltskin, il y a deux fées qui viennent voir la mère qui s'appelle Fiona, donc la future fée noire, et donc son fils, et lui disent que cet enfant, et pas n'importe quel enfant, c'est un sauveur. Rumpelstiltskin est un sauveur. En naissant. Il a tout en fait. Il a absolument tout. C'est dingue. Je... Ok. Est-ce qu'on va dévoiler à un moment donné qu'il a eu un frère jumeau d'une quelconque façon et puis que ce frère jumeau a survécu d'une autre façon j'en sais rien, ça devient une blague maintenant le fait que Rumpelstiltskin ait absolument eu tout dans sa vie. Mais bon, c'est même pas ça qui me surprend le plus par rapport à ça, c'est surtout le fait que, attendez, donc les fées font quelque chose, font un état très important du fait que il y a un sauveur qui naît et qu'il y a des prophéties pour le prévoir, ça. Pourtant, Aladdin, il a grandi seul comme un con dans la rue, sans fait pour le surveiller ou quoi que ce soit. Pourquoi? Vraiment, pourquoi? C'est normal pour Emma, parce que bon, il y a eu le problème du sort noir qui allait être fait, mais ouais, pourquoi? Pourquoi Aladdin a eu personne, n'a pas eu de fée pour s'occuper de lui? Hmm. Il dit ça comme ça, mais voilà, est-ce que c'était un sauveur lui-même? Enfin, bref, sa mère est un petit peu peur par rapport à ça parce que ça implique de grandes choses, notamment le fait que grâce au fait que Livy la tigresse, oui, qui était une fée à ce moment-là, hein, ils reprennent ça, lui a donné un bouquin qui décrit un petit peu cette prophétie-là, bah, elle sait que au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, il devra affronter le grand mal, une espèce de grand mal qui porte une tache en forme de croissant de lune noire, et, euh, et qu'il apparaîtra lors du solstice de la huitième lune, ou je ne sais pas quelle connerie, un truc comme ça. Elle veut pas qu'il subisse ça, donc elle décide de s'occuper elle-même du problème. Sachant que oui, le père de Rumpelstiltskin, pendant tout ce temps, il est dans son coin, il n'existe plus. On refera mention à lui à la fin, mais il est dans son coin, il laisse sa mère faire tout et il fait rien de son côté. J'imagine que c'est pour appuyer le fait que c'est déjà quelqu'un de l'âge qui ne s'intéressait pas à son fils. Enfin bref, elle décide de piquer la baguette de Lydie et par un sort magique qu'elle a appris, elle se transforme elle-même en fée. Elle peut faire ça, ok, si vous le dites. Et donc, en se transformant en fée, elle part à la recherche de tous les enfants nés lors du jour précis où le grand mal est censé apparaître. Et malgré toutes ces recherches, elle ne trouve aucun enfant. D'ailleurs, Lily la tigresse la suit bêtement en disant ouais, c'est peut-être pas une bonne chose à faire que de vouloir tuer un enfant tout de suite. Ou alors maintenant c'est plus un problème, on peut tuer le mal dans l'œuf. À ce moment-là, pourquoi on n'y pense pas nous-mêmes? Mais voilà, de toute façon, ça va poser un gros problème par la suite, ça, via la révélation que ça va amener. Et donc voilà, elle se dit, ah merde, j'arrive pas à trouver l'enfant qui va tuer mon fils plus tard lors d'un combat pour sauver les autres et tout et tout. Et donc, c'est là qu'elle décide d'employer de grands moyens et de créer un sort qui permettra de garder son fils loin du danger. Et c'est le fameux sort noir en question, la grande malédiction, et qui était prévu au départ pour envoyer tous les enfants du royaume dans un autre monde sans magie. C'est tous les enfants, quoi, seulement. Ou alors c'était juste tout le monde, sauf. Parce que c'est tout ce qui est. Parce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit, hein, tous les enfants, quoi.
C'est un peu bizarre. Est-ce qu'elle voulait mettre en fait tout le monde? Enfin, le phrasé est un petit peu bizarre la façon dont elle le dit. Et donc voilà pourquoi elle a inventé ce sort noir, c'est pour protéger son enfant. Mais c'est allé un petit peu trop loin pour Lily qui dit non, arrête ça, je vais pas te laisser faire. Et alors que Fiona ne veut pas ça, elle lui arrache son cœur, elle se dit je t'empêcherai de faire ça. Et c'est suite à cet acte malveillant qu'elle se transforme en fée noire. Ok, elle s'est elle-même transformée en fée et un acte malveillant lui donne des super méga pouvoirs. Ou alors c'est des super méga pouvoirs qu'elle a appris à avoir au fil des ans. Ok, et donc ouais, c'est en se transformant en fée noire qu'elle a cette fameuse tache en forme de croissant de lune noire. Que on comprend en fait que le grand mal à être né ce jour-ci, qui ira combattre Rumpelstiltskin jusqu'à la mort, ben ce serait elle. Ok, il y a une personne, je sais plus laquelle, c'est pas grave ça, qui a dit en commentaire que une prophétie est quasi automatiquement auto-alimentée. C'est faux. C'est une prophétie n'est pas quasi automatiquement auto-alimentée. Une prophétie, c'est censé dire il va se passer telle chose si les choses se déroulent de telle ou telle façon, ou alors il va se passer telle chose forcément malgré ce qu'on fait, ce genre de choses. J'ai eu des tas d'exemples de prophéties où c'est justement le fait de savoir à l'avance ce qu'il allait se passer et qu'on a prévu le coup, et en essayant d'empêcher ça. Seulement, je trouve que le fait que ce soit le fait qu'on essaye d'empêcher la prophétie en la connaissant, qui amène à ce que la prophétie se réalise, je trouve ça tellement forcé et et c'est de l'écriture tellement paresseuse au bout d'un moment, ça, de le voir autant de fois se faire. Parce que voilà, cette prophétie, en fait, tout ce qu'elle sert à faire, c'est embobiner la personne pour que ça se fasse. Sachant que c'est censé être une prophétie elfique. Vous voyez, c'est les fées elfiques, féeriques. Une prophétie féerique, c'est les fées, hein, c'est un livre des fées qui leur dit ça. Et c'est censé être bénéfique, me semble-t-il. Pourtant, c'est parce que cette prophétie existe que ça a amené Fiona à devenir la méchante fée qui ira s'en prendre à son fils. Sachant que, merde, pourquoi elle s'en prendrait à son fils? Pourquoi plus tard elle essaierait de le combattre, tout ça, je veux dire, si elle aime vraiment son fils à fond comme l'épisode veut nous le montrer, elle devrait pas à une seule seconde envisager de le combattre pour le tuer. Et puis ça part du principe qu'il y a un principe de destin, quoi qu'on fasse, il se passera toujours une chose forcément, tout ça, et ouais, bof, hein, je suis jamais très fan de ça, donc ouais, donc je pige pas. Voilà, pour moi, c'est une situation extraordinairement forcée et qui rend pas très hommage aux grandes motivations de notre grande méchante de fin. Oui, à nouveau, d'après ce que j'ai compris, c'est censé être une sorte de fin, quoi, cette saison 6 pour bien des choses. Donc, ouais, quand elle voulait protéger son fils, mais en vouloir le protéger, elle est devenue la personne qui est censée le tuer plus tard, même si, même dans son état normal, elle songerait jamais à le tuer. Et c'est ça qui amène la fée bleue. Oui, parce qu'elle se pointe maintenant, la fée bleue, à l'empêcher d'aller plus loin. Elle, elle lui dit s'il y a moyen d'arranger ça, de faire en sorte que tu ne tues pas ton fils en coupant ton destin. Parce que oui, nous, on a les fameux ciseaux de la destinée. Oh, c'est bien de les reprendre, ça. Et tu peux couper ton destin, faire en sorte que tu ne sois plus une sale sorcière qui tuera ton fils. Et elle, comme comme par hasard, maintenant, elle est complètement prise dans ses pouvoirs, elle veut pas les lâcher, parce que oui, devenir une fée virée maléfique, ça vous rend complètement accro au pouvoir ou un truc comme ça. Elle dit non, 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 c'est pas ce que je veux garder ses pouvoirs pour le protéger, et je vais plutôt couper son destin, lui. C'est pour ça qu'il devient plus sauveur. À nouveau, ces ciseaux, genre on fait apparaître ce qu'on veut, on coupe ce qu'on veut, je sais pas. Enfin bref, et à cause de ça, il n'est plus sauveur. Et la fée bleue décide comme ça de la balancer dans sa dimension. Elle a prévu aucun sort ou quoi que ce soit. Elle a la super magie pour l'avoir balancée là-dedans.
Et donc, hein, pour une fée aussi puissante qui a réussi à prendre par surprise la puissante fée noire, elle s'en tire pas très bien dans la suite, hein. Et elle a un peu rouillé la fée bleue, hein, je le dis c'est comme ça. Mais, ouais, c'est ça, l'histoire de la fée noire. Et ça mène à tellement de choses très discutables. Je, j'ai, je comprends pas énormément de trucs là-dedans qui, par rapport à ce qui a été montré avant. Par exemple, pourquoi elle tenait absolument à faire de Gideon son nouveau fils modèle qui lui plairait tel qu'elle voudrait qu'il soit. C'est un peu ce qui a été amené dans le flashback de Gideon et il n'y a rien par rapport à ça. Il n'y a rien qui justifie particulièrement ça, à part qu'elle voulait un fils de substitution à Rumpelstiltskin dans sa dernière ligne droite pour le retrouver, parce que oui, ce qu'elle voulait en fait, c'était être libérée de là pour pouvoir retrouver son fils. Là, elle l'a jamais détesté ou quoi que ce soit, ce qui à nouveau est très contradictoire avec la scène qu'on a vue dans l'épisode 10, où clairement elle a l'air d'en avoir rien à branler de Rumpelstiltskin en disant: «Oui, je t'ai abandonné, je me barre, pauvre naze.» Et il essaye de justifier ça un peu plus tard dans l'épisode, mais on sent clairement qu'ils n'y ont pas réfléchi avant. Clairement. Donc, ouais, je suis pas fan de ce flashback du tout. J'ai j'ai beaucoup de mal avec ces origines qui sont un peu foireuses sur les bords et clairement, ils donnent clairement pas l'impression d'avoir été particulièrement réfléchies ou instaurées ou quoi que ce soit. C'est maintenant, elle veut à fond être du côté de son fils, être avec son fils. Ça n'a jamais été particulièrement accentué avant, mais en fait, ouais, elle est à fond attachée à son fils et elle a fait tout ça pour l'aider, pour être avec lui. Alors que merde, Rumpelstiltskin, quand il voulait retrouver son fils Bellfire, ça le touchait au plus profond de lui-même de voir que son fils arrivait pas à l'accepter ou quoi que ce soit. Ça a l'air de rien lui faire, ça. Et elle renferme tout en elle. Et maintenant, vous voulez me faire croire que c'était juste une comédie qu'elle jouait et qu'elle voulait toujours être avec lui. Ouais, j'y crois pas trop, non. Donc, ouais, j'ai du mal avec ce flashback, j'ai du mal avec les origines de la Fée Noire, je le cache pas. J'espérais plus, j'ai eu quelque chose de très basique, qui a déjà été fait avant, oui, parce que ça veut clairement faire un parallèle forcé avec Bellfire. Et, et ouais, c'est pour justifier un petit peu le retournement de fin dont je suis pas particulièrement fan non plus dans cet épisode, donc... Ah oui, à la fin du flashback, Rumpelstiltskin est remis à son père, donc le futur Peter Pan, qui lui en veut à mort parce qu'il le juge responsable de la mort de sa femme. Oui, parce que et elles lui ont pas dit tout à fait la vérité, la fée bleue et Lily. Au passage, ouais, j'essaye vraiment de défendre votre point de vue, les fées, mais sérieusement, la façon dont vous gérez la plupart des trucs, c'est d'une j'ai du mal. J'ai du mal à me ranger derrière vous. Alors que j'apprécie complètement le concept de la fée bleue au départ, là, plus ça va, plus j'ai de mal à me ranger derrière. Là, il rend Rumpelstiltskin à son père. Elle voit clairement que c'est un type qui peut plus le blairer, qui le considère comme responsable de la mort de sa mère. Bah, qu'il aille se faire foutre, on fait plus rien pour lui et il est tout seul. Il a toutes les raisons de les détester, Rumpelstiltskin, même sans le savoir, c'est dingue. Donc, ouais, ouais, ça essaie aussi d'insinuer que la raison pour laquelle futur Peter Pan déteste Rumpelstiltskin, son propre fils, c'est parce qu'il le juge responsable de la mort de sa mère, de sa femme, donc c'est pas du tout ce qui avait été insinué dans la saison 3. Hein, clairement pas. Hein. C'est clair et net que vous y avez pas du tout pensé dans la saison 3, ça. Hein. Donc, ouais, ok, c'est pour appuyer le fait qu'il a toujours été mal vu par son père. Enfin, quoi qu'il en soit, dans notre présent, la fée bleue n'est pas guérie. Je croyais que c'était ce qu'ils avaient insinué à la fin de l'épisode précédent, mais non, il manque certaines choses à faire, et le truc à faire, c'est de finir de la réveiller avec un œuf de dragon. Par Rumpelstiltskin, déjà, il sait ça, c'est dingue,
Et à peine elle est réveillée, qu'elle a juste le temps de dire le reste du bâton magique puissant se trouve au cœur de Storybrooke. Et c'est là que la Fée Noire et Gideon se manifestent en ayant pris les traits de David et de Blanche-Neige. Et sans les avoir tués, ils les ont laissés quelque part, j'en sais rien. C'est étant donné qu'ils vont très bien après, je sais pas trop quoi. J'en sais rien, je suis à leur place. J'ai clairement la possibilité. Et ça, je pense que c'est un truc, c'est pas seulement avec la Fée Noire, c'est avec énormément de méchants quoi. À leur place, j'ai clairement la possibilité de m'attaquer direct aux proches de mon ennemi, mais un par un, individuellement, par moment quoi. Étant donné qu'ils se séparent sans arrêt. Ils sont pas tous regroupés, on surveille et tout. Ils sont sans arrêt, dispersés. Donc, à sa place, je serais un tant soit peu intelligent, je me débarrasserais facilement de la plupart des personnages de soutien. Alors, ce qui risquerait fortement de perturber mon ennemi principal. Voilà, je dis ça comme ça, quoi. Hein. Si j'étais un méchant, que je savais prévoir les trucs à l'avance, c'est ce que je ferais. Mais bon, étant donné que ce sont des persos importants que les fans aiment, ils peuvent pas faire ça. Donc ouais, elle emporte la Fée Bleue, tandis que Gideon est resté sur place parce que Rumpelstiltskin l'empêche de partir grâce à un bracelet magique anti-magique. Là aussi, ça marche contre lui. Et donc suite à ça, tout le monde est un petit peu à la recherche du bout de baguette restante, et ils finissent par comprendre qu'il y a une logique un petit peu foireuse que le cœur, le Storybrooke, c'est le cœur des gens, et le cœur des gens, c'est chez Mergrand. C'est le bar de chez Mergrand, ok, bien, c'est logique, ok. Pendant, pendant qu'ils font tout ça, il y a Regina qui noue un petit peu avec Zelena, et je pense que c'est mes passages préférés du film, de l'épisode. Et c'est dingue à dire à nouveau, mais ouais, mon passage préféré de l'épisode, c'est avec Zelena, ou qui a du mal à se faire à son absence de pouvoir maintenant qu'elle ne les a plus, et Regina qui essaye de l'aider du mieux qu'elle peut. Il y a de très bons moments drôles, notamment lorsqu'elle dit « Oh, avant je pouvais battre n'importe qui avec magie, maintenant je suis battu par Sniglar. » Sniglar, oui, saleté de nom suédois, Ikea, tac. C'est une petite référence sympa, bien drôle, et puis un moment touchant où Regina essaye de lui apprendre à conduire parce que lors du grand combat final, elle voudra qu'elle ne soit pas là, qu'elle puisse partir à New York avec son fils et avec Henry pour pouvoir le protéger en lui faisant en lui donnant toute sa confiance. C'était un moment très, très joli entre elles deux et ouais, on sent que Zelena a mûri avec ça et c'est incroyable, mais vraiment, je trouve que Zelena est devenue un personnage très sincèrement attachant là-dedans. En 2 épisodes, vous êtes arrivé à me faire apprécier Zelena, c'est cool, c'est bien, mieux vaut tard que jamais, c'est une bonne chose. Enfin bref, il trouve la baguette donc chez Mère Grand, il y a la Fée Noire qui vient et Regina qui décide de faire un petit duel avec elle en sachant qu'elle pourrait pas très bien y arriver. Et elle arrive à la vaincre entre guillemets lorsque Zelena arrive en voiture pour l'écraser la méchante Fée Noire et ça lui fait rien. Apparemment ouais elle a aussi une super résistance, se faire écraser par une voiture ça lui fait rien du tout, ça la blesse même pas. Alors que ouais c'est ce genre de truc normalement même quand on a de la magie si on se prend un super coup fort soi-même ça fait mal quand même. Je sais, c'est pas, j'imagine qu'elle transcende la magie plus loin que ça, un truc comme ça, c'est pas grave. Je dis ça parce que voilà, le fait de s'être fait percuter par une voiture, ça lui fait se dire, je me barre. Voilà, il y a cette fille sans pouvoir, cette femme sans pouvoir qui m'a écrasé une fois, qui pourra clairement pas le refaire puisque maintenant je l'ai vu venir. Il y a Regina qui est moins forte que moi. Emma n'est pas là, je reviendrai sur Emma dans pas longtemps. Je pourrais facilement les battre, mais non, je me barre. Mise en scène. Donc, ouais, ils ont la baguette magique, et pendant tout ce temps-là, il y a Rumpelstiltskin donc, qui a réussi à capturer Gideon, et qui décide de trouver un moyen de savoir où est son cœur. Et Gideon peut rien lui dire, parce qu'il est toujours manipulé par la méchante Fée Noire, et donc il décide d'utiliser pour cela la poudre de Morphée, c'est bien de faire revenir la poudre de Morphée, et de forcer
Emma à les suivre parce que il craint qu'Emma ne s'en prenne à la méchante fée noire pendant ce temps-là et que si elle s'en prend à elle pendant ce temps-là sans que le cœur de Gideon ne soit restauré, ça se passera pas très bien pour lui. Et Emma lui dit, t'aurais juste pu me prévenir, d'autant plus qu'eux, ils confient leur garde à Belle. Belle qui n'a absolument aucun pouvoir, qui pourrait absolument rien faire si la fée noire débarquait, mais non, il confie ça à Belle. Alors qu'il aurait juste pu confier ça à Emma en lui disant la vérité, ça aurait été beaucoup plus logique. Beaucoup plus logique, Rumpelstiltskin, c'était un petit peu con de ta part. On découvre que ce monde de rêve n'est pas celui de Gideon en fait, mais celui de Rumpelstiltskin. On voit certains vestiges de son passé, notamment le fait que dans ses souvenirs, il n'a jamais été aimé enfant. Et ouais, quoi, il retrouve Gideon. Gideon ne peut rien leur dire, il sait pas où est son cœur. Mais il sait que la grande faiblesse de la fée noire, c'est la raison pour laquelle elle a abandonné son fils. Non. En fait, d'un point de vue technique, je reviendrai là-dessus, mais c'est pas ça la faiblesse de la fée noire par rapport à ce qui s'est passé, mais j'y viendrai dans pas longtemps. Et donc, après un petit moment pas mal entre Emma et Rumpelstiltskin, où il crée un petit peu des liens, où Rumpelstiltskin se juge pas équivalent à Emma malgré le fait qu'elle essaye de s'identifier à lui, parce que oui, pour lui, sa mère ne l'a jamais aimé, il a été abandonné et ses parents n'ont jamais rien eu à foutre de lui, donc c'est pas comparable entre eux et il en veut à fond à sa mère. À ce moment-là, elle finit par lui dire: Ok, vieux, je sais que tu as peur de découvrir ton passé. Moi aussi, j'ai eu peur de découvrir mon passé, d'où je venais exactement. C'est la pire chose que j'ai vécue. Le parallèle entre deux, même si ça a clairement été un peu forcé, vu que, ouais, il est un ancien sauveur que depuis cet épisode, hein, ça a clairement pas été pensé avant, je suis désolé. Et donc, ouais, ça, c'est quand même plutôt bien fait par rapport à ce qui est instauré au sein de cet épisode même. Et il décide donc de se jeter là-dedans et de voir son passé. Et la seule partie qu'il voit, c'est la partie où sa mère donc est devenue la fée noire et a coupé son fil du destin pour qu'il ne soit plus un sauveur. Voilà, donc c'est le truc important. Et donc, quand elle a été bannie et tout, à nouveau, hein, la fée bleue a cette super méga magie. Tout d'un coup, elle peut pas la réitérer ou quoi que ce soit. Ok. Et donc, en apprenant ça, Emma est tombée nue. Je ne suis pas la seule sauveuse. Techniquement, si, tu es la seule sauveuse. Parce que Rumpelstiltskin a été défait de son destin, tout comme Aladdin n'est plus un sauveur. Donc, c'est plus du tout un sauveur, là. Mais c'est suite à ça que tout le monde se dit: ouais, donc il y a un homme bien derrière ça, depuis tout ce temps, tout ça, comme si c'était vachement important, ce truc-là. Ouais, le fait d'avoir été un sauveur de naissance à un moment donné, ça veut dire que forcément on est un bon qui est voué à faire le bien ou un truc comme ça, je sais pas. Et c'est là qu'ils se disent: ouais, le grand combat entre le sauveur et la fée noire, ce n'est pas à moi de le faire, pas à moi Emma, mais à toi Rumpelstiltskin de le faire. Voilà, nous te donnons la baguette et nous te laissons aller la confronter tout seul. Sans surveillance, rien, on va pas t'aider, on va pas t'épauler. Démerde-toi tout seul, hein, voilà. Solidarité, hein, j'ai pas raison. J'en sais rien. Emma et Regina auraient au moins pu venir en soutien ou un truc comme ça. Genre, c'est tellement forcé le rebondissement de fin qu'ils vont faire. Il faut que les personnages agissent comme des cons pour que ça marche. C'est le gros problème. Avec énormément de choses dans ces dernières saisons, il faut que les personnages agissent comme des cons et ne réfléchissent pas pour que ça passe bien en fait. Et voilà quoi, c'est la crédibilité des personnages pour le scénario. C'est ça le truc. C'est dommage. Mais voilà quoi, il y va tout seul. Et il devrait pas avoir la possibilité de manier la super baguette magique qu'on voit parce que ce n'est plus un sauveur. Mais bon, il y a toujours cette possibilité-là. J'imagine que le fait d'être devenu ténébreux, ça lui a rendu la possibilité d'être sauveur ou une connerie comme ça. J'imagine. Et donc il vient confronter sa mère qui finit par lui révéler le fin mot de l'histoire, comme quoi elle a voulu, dans un sens très
très tordu le sauver et elle l'a toujours aimé. Ce qui amène Rumpelstiltskin à avoir énormément de doutes parce que oui, et même si elle l'aimait, elle a fait des choix affreux, atroces, elle a pensé à ses pouvoirs avant de penser à Rumpelstiltskin, elle a eu un côté très égoïste et il se retrouve un peu là-dedans, ce qui fait que je peux comprendre qu'il ait un peu des doutes, mais la chose, sincèrement, à sa place, que j'aurais jamais pardonné, c'est tout ce qu'elle a fait à Gideon. Non, sérieusement, à son fils, Idéon, elle l'a torturé mentalement, elle a essayé d'en faire son serviteur loyal et tout et tout. Elle lui a fait vivre les, des choses atroces, elle l'a manipulé pendant des tas d'épisodes pour essayer de lui faire tuer une femme innocente qui voulait pas tuer, s'en prendre à des tonnes de personnes à qui il voulait rien. Je sais pas, mais elle se comporte exactement elle a, comme Zelena l'a été dans la saison 3. Elle fait à peu de choses près, bon, en sens inverse, ce que Zelena a fait dans la saison 3. Elle contrôle quelqu'un contre sa volonté pour lui faire des choses affreuses qu'il ne veut pas faire. Zelena a fait pareil avec toi, là, elle fait pareil avec ton fils que tu n'as pas eu l'occasion de connaître à cause d'elle. C'est pas rien ça, c'est le truc qui devrait t'empêcher une seule seconde, d'envisager ce que tu vas faire tout de suite. Parce que ce qu'il fait tout de suite, c'est il se met avec elle. Ça m'embête un peu depuis plusieurs saisons que ça se passe toujours de cette même façon-là. Après, je garde un mince espoir que c'est une façade qui se donne. Peut-être. J'en sais rien. Peut-être que en lui-même, il se dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir la tuer, la fée noire, comme ça, par une confrontation directe, et qu'il essaye de l'avoir par surprise. C'est la seule chose que je peux espérer, parce que je sais que beaucoup de gens diront qu'il y a une certaine logique, et je peux la voir un peu, cette logique. C'est-à-dire qu'il se retrouve un peu dans les actions de sa mère, qui a été à peu près lâche de la même façon que lui. Et donc il y a une identification assez évidente à faire, mais n'empêche qu'elle a fait du mal à ton fils. Elle a fait ouvertement du mal, même en pensant que c'était pour son bien, parce que c'est complètement stupide ça. Elle a fait ouvertement du mal à ton fils et t'a empêché de profiter d'être son père, en fait, pendant tout ce temps. Et et t'en fais rien. Ça te. Pour moi, non, ça va pas, quoi. C'est pas suffisant. Tous les parallèles que vous pourrez faire entre ces deux-là, même sans prendre en compte une seule seconde le fait que ça n'a clairement pas été pensé au début, ou à l'épisode 10, j'y pense pas, j'y crois pas une seconde, que quand ils ont écrit l'épisode 10, ils avaient cette scène en tête. Pas une seconde. Donc, même sans prendre ça en compte, pour moi, ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Donc, ouais. Et il fait croire à tout le monde qu'elle est morte en leur donnant un faux cœur. Et personne va vérifier. Parce que nos héros doivent être cons pour les besoins du scénario. Et donc, tout semble s'arranger. Gideon récupère son cœur. La fée bleue libérée ou pas, j'en sais rien. Parce que, non, mais je veux dire, les héros sont tellement cons qu'ils pourraient croire sur parole Rumpelstiltskin quand il dit Oh, c'est bon, la fée bleue a été libérée, elle a rejoint les chiens, y a pas de problème. Très bien, on te croit, on va pas vérifier. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible qu'il soit con à ce point-là. Tellement il vérifie rien, c'est dingue. Mais oui, c'est ça que je trouve dingue, quoi. Ils envoient Rumpelstiltskin tout seul. Rumpelstiltskin leur dit c'est bon, j'ai réussi. Personne n'a de doute. Tout le monde se dit ah c'est bon, tout est arrangé, on va pouvoir faire notre cérémonie de mariage demain, direct. On perd pas notre temps. donc, et donc tout le monde a l'air d'être bien parti pour l'heureux événement, et sans se douter que dans l'ombre, la fée bleue, la fée noire prépare sa vengeance et s'apprête à frapper le jour du mariage comme il le craignait malheureusement, seulement cette coup-ci ils ne le verront pas venir. Et ouais, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'espère de tout cœur que que Rumpelstiltskin joue double jeu, en fait. Hein. Enfin, triple jeu, techniquement. Parce que
Je sais pas, ça me plairait pas ça. Enfin, ça me plairait tellement pas que pour terminer, une fois de plus, il fasse ce choix-là. Je veux dire, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit pour ce personnage s'il arrête pas d'être en dents de scie dans ses choix, dans vers quoi il se tourne. Dans l'absolu, par exemple, ça fait genre des lustres que on n'évoque même pas le fait qu'il est le grand-père de Henry. Ouais, je veux dire, vous avez forcé ce lien entre Bellfire et Neil. Et je veux dire, vous auriez pu un peu mieux jouer dessus, mais ouais, le lien entre Henry et Rumpelstiltskin est quasi inexistant, alors que ça aurait pu être très intéressant. Surtout lui qui, pendant un petit moment, a perdu son fils Bellfire. Vous auriez pu faire ça, vous auriez pu créer ce lien entre lui et son petit-fils. Vous auriez pu créer un lien entre lui et Emma, punaise, à la fin de la saison 3, ce moment très fort entre lui et Emma, c'est ce genre de choses que j'aime, qui me font pardonner le fait que vous avez forcé le lien entre Bellfire et Galnil, quoi. C'est ce genre de choses comme ça qui auraient pu être très bien, mais non. En fin de compte, la seule chose qui importe, c'est lui et ses proches. Il en a genre plus rien à foutre d'Henri, j'ai l'impression. Ah oui, parce que oui, à la fin, ils disent, ouais, c'est bon, Gideon et Belle sont mis en sécurité, mon petit-fils Henri, je l'emmerde. Hein, la femme que mon fils a aimée, je l'emmerde. Ouais, elle va crever des mains de la fée noire. Parce que... Non mais sérieusement, parce que la fée noire n'a rien à foutre de tuer Emma. En fait, maintenant qu'elle a récupéré son fils, qu'est-ce qu'elle en a à foutre de quoi que ce soit si c'est ce qu'elle voulait? Elle a plus rien à faire, elle peut vivre tranquille avec son fils, faire ce qu'il veut, elle a plus rien faire. Bon, elle a fait des tonnes d'enfants malheureux, etc., qui sont encore piégés dans son monde au passage. Vous allez rien faire pour essayer de les sauver? Ah non, 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 c'est plus important de d'abord penser à votre mariage. Hein. Est-ce que ce sera fait référence à ça, à toutes les pauvres personnes qu'elle a emmenées dans son royaume, qui ne s'en sont pas sorties, elles, pour l'instant? Vous n'allez pas le faire? Ce serait bien que vous le fassiez, j'espère. J'espère. Et ouais, je sais pas. J'en sais rien. C'est pas un épisode qui m'a autant énervé que les épisodes 14 et 15, parce que les épisodes 14 et 15 étaient vraiment gonflants. Là, ça suit quand même l'intrigue que ça instaure autour de la fée noire et de Rumpelstiltskin. Et même si j'aime pas la direction où ça va, semble-t-il, avec Rumpelstiltskin, je peux pas nier que ça sort pas de nulle part. Voilà, ce serait... Ils ont essayé d'instaurer le fait qu'ils se reconnaissent un peu chacun l'un l'autre dans leur lâcheté par rapport à l'abandon de leurs enfants. Donc je peux pas nier qu'il y a ça. Je peux pas dire que même si ça m'exaspère ce retournement de Rumpelstiltskin, je peux pas dire que j'ai trouvé ça insultant ou énervant. C'est juste que ça me plaît pas sur un point très personnel ça. Et donc je peux pas dire que j'ai détesté. Je peux pas dire ça. J'ai bien aimé les interventions de Zelena. Comme je l'ai dit, le personnage le mieux réussi de cet épisode. C'est dingue, c'est vraiment dingue. Il y a pas mal de choses intéressantes dans le lien de personnages. La poursuite de nos héros à vouloir être utile, qui est plutôt bien faite, que j'ai bien aimé là-dedans. Les moments émotion que joue Robert Carlyle, très bien fichu aussi. Hein, on sent sa tristesse et la colère qu'il laisse transparaître durant cet épisode. Il joue très bien. C'est un épisode qui passe limite. Voilà, c'est limite parce que voilà, ça peut promettre des choses intéressantes par la suite. Après, dans les choix de scénario, je peux pas. Je peux pas je peux pas adhérer. Je trouve que il y a tellement de choses qui sont mal instaurées là-dedans que je peux pas adhérer grandement à ça. Mais ouais, j'ai pas détesté. C'est limite juste, ouais, j'ai pas. Je
peux pas dire que c'était mauvais, voilà. Mais il peut pas dire que c'était vraiment bien non plus. On verra bien ce que ça donne par la suite, et d'après ce que j'ai compris, c'est un épisode très spécial. À bientôt pour l'épisode 20, ciao!